Bon, merci d'être là. Alors, c'est ça, on parlait de la libido ou de l'énergie psychique. Vous savez que le terme n'a pas été inventé par Freud, hein? C'est la notion de libido. Pour beaucoup de gens, c'est l'appétit sexuel, ce qui n'est pas, même chez Freud, exactement tout le temps l'appétit sexuel. Ça vient d'un, si vous voulez avoir un nom, c'est Albert Moll, M-O-L-L, en 1898. Il est le premier à avoir parlé d'une expression dynamique de la sexualité liée à l'éros, et il appelait ça la libido. Le terme est très ancien, c'est un terme latin qui remonte. Pour les latins, ça veut dire, au fond, on pourrait le traduire, c'est un mot qui est difficilement traduisible du latin parce qu'il peut vouloir dire le goût, aller vers quelque chose. Donc, la libido, ça peut être l'intérêt aussi. Et chez Freud, d'ailleurs, le sens va passer vraiment à intérêt, à un moment donné. L'intérêt que j'ai pour quelque chose, qui pour Freud a toujours un fond érotique, d'une certaine façon. Autant Freud que Jung étaient donc au début du 20e siècle, et à l'époque, donc, on parlait d'énergie. Hein, l'énergie, ou libido, pour Jung, en tout cas, ça va être énergie psychique. Freud parle d'énergie libidinale, par exemple. La notion d'énergie, E égale mc2 d'Einstein. Tu sais, hein? À l'époque, c'était très nouveau parce que relier une masse avec de l'énergie, parce que même le mot, c'est quoi exactement de l'énergie? Même en physique, on ne peut pas dire c'est quoi exactement, mais on va dire il y a tant d'énergie. Supposons que, je veux dire, ça pèse 2 livres, mais il y a 2 livres d'énergie potentielle dedans. Si vous lancez le verre à la vitesse de la lumière, il devient de l'énergie. Il se transforme en énergie, si vous voulez. Alors, la notion de libido, c'est ça. C'est, au début, j'ai un texte ici qui s'appelle Rêve et théorie de la libido à travers la correspondance de Freud et Jung. Quand ils ont été ensemble, pas très longtemps, 4 à 5 ans, à peu près 6 ans. Et lorsqu'ils s'écrivaient, ils ont commencé beaucoup à parler de libido. Ils se parlaient, ils s'écrivaient comme ça. Dans quoi investivez-vous votre libido? L'autre, j'investis dans ma libido, dans l'étude de la mythologie. L'autre, vous devriez l'investir dans votre correspondance. Et si vous pensez à la notion de libido, on pourrait penser, si vous voulez commencer comme ça, comme image, penser en termes économiques. Et au fond, c'est ça dans la psychanalyse freudienne, on parle de l'économie, si vous voulez, de la libido. Donc, on investit de la libido. Je suis en amour avec quelqu'un, j'investis la libido, ou ça peut être avec un objet, où j'investis, donc où je peux retirer. Je peux en mettre en banque, d'une certaine façon. Je peux en garder. Je peux en déplacer, comme un déplacement de fonds, un déplacement de libido. Donc, vous voyez, c'est cette notion-là qu'on a une somme ou une quantité d'énergie dont le moteur est la sexualité selon Freud. Et là, à cause de notre croissance de chaque individu, donc le premier investissement massif, par exemple, d'un enfant, c'est le sein et sa mère, évidemment. Et c'est ça qu'on va voir donc par déplacement. Au début, on va sur la mère. Quand on arrive à l'Oedipe, ainsi de suite, il y a une partie sur le père. Et vous voyez, la libido, elle peut être positive ou négative aussi. On peut, selon l'Oedipe, le garçon veut tuer son père. Mais il y a un investissement de vouloir ça quelque part. Et un autre point qu'on peut remarquer, si on admet cette théorie-là de Freud, c'est que la libido, elle peut s'investir inconsciemment. Ce n'est pas la volonté qui est le moteur de la libido. Donc, il y a une énergie, il appelle ça une énergie libre liée aux instincts, et des énergies liées, soit là qui vont être reliées à des valeurs conscientes, d'une certaine façon. Il y a un principe de constance, c'est-à-dire que
on n'a pas... Et ça, à un moment donné, on peut dire, par exemple, prenez la volonté. Jung il va la définir un peu comme ça. La somme de libido qui est disponible pour chaque individu. Ça veut dire que quand je dis je veux me mettre en forme, disons, ben à la fois, je suis obligé d'investir en action, puis en comportement, puis habituellement aussi en argent, des fois. Donc, j'investis. Selon ma somme de volonté, je vais aller plus ou moins loin. Vous savez bien, je ne sais pas si vous êtes encore comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui investissent au mois de janvier dans des promesses et des vœux qu'ils veulent faire. Puis il paraît-il qu'au 23, à peu près au 24, 80% ont désinvesti. Hein, vous voyez, donc c'est quelque chose qu'il faut voir un peu comme ça. C'est pas quelque chose qu'on peut toucher. C'est pas quelque chose donc de concret. C'est vraiment une notion. Parce qu'en physique, oui, on pourrait parler de système concret avec des mesures données. Par exemple, on va dire, je sais pas moi, une automobile, bon, ben, t'as un moteur à 8 chevaux, bon, ben, il y a tant d'énergie disponible. Une fusée qu'on envoie dans l'espace, bon, c'est la quantité, vous voyez, la masse d'énergie. Son énergie, c'est pas le pétrole, c'est pas que vous mettez dans votre auto. L'énergie est potentielle à ce moment-là. Et elle va être constante. C'est-à-dire que plus ça donne rien de mettre, si vous avez, je sais pas moi, une tank de 15 gallons, ça donne rien de mettre une tank, de faire suivre par un camion citerne, ça ne vous donnera pas plus d'énergie. Vous voyez, c'est pas la masse comme telle qui compte. C'est donc quelque chose de dynamique. Et c'est ça qu'il faut se souvenir, c'est vraiment quelque chose de dynamique. C'est évident que donc, si on reprend un peu la dénomination freudienne, je vais passer avec Jung tantôt, on suit le premier, donc investissement de la mère. Ensuite, c'est le stade anal, donc investissement dans ses déjections et dans ce qu'on mange. Et ensuite, investissement, donc, à l'Édipe dans le père, en négatif souvent pour le garçon, mais pas nécessairement. Mais aussi, c'est investissement dans le milieu. Et là, vous avez des objets de transition. On parle de transfert de libido ou de déplacement de libido. Par exemple, ça va être des nouveaux parents ou d'une façon, ça peut être un couple d'oncles, ma tante, les grands-pères qui deviennent un peu remplaçants des parents. Mais ça peut être un chien, ça peut être un chat. Hein? C'est très important, à cet âge-là, les animaux. Donc, ils vont investir, vous voyez, dans l'animal à ce moment-là. Et là, plus on va avancer dans la vie, donc on peut dire qu'au niveau de la libido, de l'énergie, au niveau sexuel, c'est sûr qu'il y a, selon Freud, il y a un temps de latence jusqu'à la puberté. Et là, l'investissement va se faire vers l'autre sexe. Et l'investissement, c'est pas juste d'être avec l'autre sexe. La libido, c'est toutes les fantaisies, les fantasmes. Ça veut dire que ça peut prendre de la place, effectivement, beaucoup à l'adolescence. Ça touche donc aux instincts, ça touche aux hormones. Hein, vous savez qu'un garçon de 15 ans a 200 fois plus d'hormones qu'un homme de 50 ans. 200 fois. Alors, il pense tout le temps à ça, ou presque. Quand vous enseignez à des adolescents, vous le savez, j'ai déjà enseigné à des adolescents. Alors, donc, cette énergie-là, elle va être faite aussi, elle va servir dans toute la première phase d'une vie à s'adapter au milieu extérieur. Alors, il va y avoir l'investissement, évidemment, dans l'éducation, dans les études. Ensuite, l'investissement pour obtenir un diplôme, une place dans la société. Puis là, l'investissement dans la profession, le travail, tout ce que vous voulez. Et si on le regarde juste au niveau sexuel, ben, il arrive un moment donné où il y en a moins, donc ça baisse pour les femmes à la ménopause. Pour les hommes, il y en a qui disent que ça continue jusqu'à 90 ans, mais enfin, pas, hein, vous savez que ça baisse. Donc, où elle passe. Donc, c'est vraiment à ce moment-là, et c'est là que Jung va faire le biais. Il dit, au fond, la sexualité, elle suit l'élan vital d'une personne. Donc, on ne peut pas dire que la libido est vraiment seulement liée à la sexualité, parce que la sexualité,
comme de dire que c'est sexuel, que l'enfant aime le sein, puis qu'il est dans un appétit. C'est l'appétit, c'est la faim qui est en jeu. Hein? C'est la nourriture. Et comme on le sait, il y a des gens qui vont investir toute leur vie dans ce premier stade-là. C'est-à-dire qu'à quelque part, ils vont toujours avoir plus de jouissance et de plaisir à manger et à déguster. Hein? Puis on le sait aujourd'hui, vous savez, on vit dans un monde où on dit c'est quoi nos jouissances, et vous avez ça. Si vous regardez la télévision, vous avez des programmes pour la jouissance et l'investissement de la libido dans la cuisine. Vous avez des investissements dans le sexe, là. Et là, vous avez tous les trucs, et vous avez l'investissement dans les communications. Donc, pour Freud, cette énergie-là, elle se sublime, elle se transforme, mais c'est la même énergie sous un autre aspect, selon lui. Prenons par exemple un cas de conversion, un homme qui est débauché et qui aime beaucoup les femmes, et là, il se convertit, disons, dans l'Église catholique, et il se met à aimer la Vierge Marie. Il va parler en même termes, peut-être, de la Sainte Vierge, qui parlait de ses maîtresses à quelque part. Alors, si vous lisez les mystiques, si vous ne savez pas que c'est un mystique, parfois vous enlevez le mot Christ ou Dieu, c'est très érotique. Sainte Thérèse d'Avila, par exemple, c'est le cas le plus... c'est assez incroyable de la lire. Elle est toujours pénétrée, elle est réchauffée, brûlée, tout ce que vous voulez. Donc, ça dirait à ce moment-là, Freud a bien raison. Mais pas nécessairement, parce que le problème, et Freud a toujours reconnu que c'était un problème, d'ailleurs, c'est quoi ce qu'on appelle la sublimation. Comment ça passe à un autre niveau à un moment donné. Par exemple, si on dit, je suis un créateur, j'ai une énergie sexuelle, je mettrais ça sur l'autre sexe, dans la sexualité, dans le plaisir. Je commence à écrire, on va dire un écrivain ou un peintre, commence à peindre. Est-ce que c'est la même énergie qui est sublimée, qui est transférée à sa créativité pour qu'il fasse des romans, des peintures, et ainsi de suite? Si c'était ça, comment ça se fait qu'il y a tant de créateurs qui sont de grands libidineux en même temps? Pourquoi, à ce moment-là, il n'y aurait pas une diminution de la créativité, puisque eux autres, Picasso, hein? 14 femmes, je pense, dans sa vie officielle. Victor Hugo, il y en a eu des centaines. Et il écrivait tout le temps. Donc, à quelque part, la sublimation, on dit l'art, c'est la sublimation, on sublime. Vous savez, un sublimé en chimie, si vous prenez quelque chose, deux corps, par exemple, si vous prenez de l'hydrogène puis de l'oxygène, ça n'a aucune caractéristique de l'eau. L'hydrogène en soi puis de l'oxygène en soi, ça n'a pas le même nombre d'atomes. Mettez ça ensemble, ça fait de l'eau, H2O. Ça nous prend 2 atomes d'hydrogène. Vous avez sublimé les 2 autres corps et ils disparaissent dans l'autre. On trouve ça aussi en alchimie, mais là, j'entre pas trop là-dedans. Mais ce qui est donc à dire, c'est ça, c'est comment un corps, pas un corps, mais un concept comme l'énergie sexuelle peut s'en transformer en énergie créatrice. Et c'est là, comme je vous ai dit, avec ces exemples-là, on pourrait prendre plein d'autres. Mozart, qui aimait beaucoup les femmes aussi, qui écrit sans arrêt. Mais il y en a d'autres, effectivement, qui ont arrêté la sexualité pour aller vers la créativité. Mais tout ça pour dire que un n'amène pas nécessairement, parce qu'on l'arrête, n'amène pas nécessairement l'autre. À ce moment-là, ça veut dire donc que l'énergie qui est en jeu, la libido, Jung va lui donner un sens beaucoup plus vaste, il va l'appeler énergie psychique. C'est tout ce qui est appétit, besoin, faim. Donc, vous avez une libido avec l'appétit, vous avez une libido avec la sexualité. Jung ne renie pas du tout, mais il dit que la libido sexuelle fait partie de la plus vaste libido. Il a un peu regretté parce qu'il a employé le terme, parce qu'ils en ont tellement discuté quand ils étaient ensemble, que Jung l'a gardé, et pour beaucoup de gens, il s'est aperçu peu à peu que ça créait des problèmes, parce que les gens pensaient toujours qu'il parlait de l'énergie sexuelle. Alors, il a employé le terme d'énergie psychique. Alors, en 1923, il a écrit un livre complet là-dessus, ça s'appelle « L'énergétique psychique ».
Le terme en allemand est plus, le titre en allemand est plus, c'est l'énergie psychique, l'énergie de l'âme. Il veut bien spécifier que c'est psychique. Il ne parle pas en tant que physicien. Et dans son livre, il y a tout un des premiers chapitres où il va parler c'est quoi la physique, comment on comprend ce qu'on appelle la thermodynamique et comment l'énergie physique, on peut la mesurer en tant que quantité, mais dans le domaine psychique, les seules quantités, c'est des quantités de valeur qu'on peut nommer. On ne peut pas les numéroter, si vous voulez, ou les quantifier, les peser, et ainsi de suite. Sauf peut-être, vous savez que Jung a fait un test qui s'appelait le test des associations de mots. Et ça a donné le test pour les mensonges, les tests de détecteurs de mensonges plus tard. Il n'est pas tout seul là-dedans, mais c'est lui qui a joué là-dedans. Et même, il a trouvé des voleurs à son époque, à l'hôpital où il travaillait à un moment donné. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend une liste de mots, on prend un chronomètre, et puis on lit la liste, puis on demande à la personne de dire le mot premier qui lui vient, si je vous donne, disons, maison, je sais pas, cheval, cochon, église. Alors là, on dit, c'est quoi le mot qui vous vient en premier? Puis là, on teste la réaction. Et habituellement, quand il y a une hésitation, il y a un problème, il y a un complexe en jeu. Et avec certains mots, par exemple, pour son voleur, bon, mais il avait volé un vase, je crois, et il réagissait à chaque fois que ça parlait de bouteilles, de verre, de tout ce qui était contenant. Comme il avait volé un contenant, ça le faisait réagir, ça, oui. Et on mesure aussi, on appelle ça le taux galvanique, le taux d'électricité, le taux de sueur, il y a toutes sortes d'autres trucs. Mais tout ça, de vous dire, donc, on peut mesurer est-ce que oui ou non l'énergie monte ou non. Il y a une énergie, donc, consciente, reliée à la volonté, puis il y a une énergie inconsciente. Et cette énergie inconsciente, c'est quoi? C'est moteur, c'est les complexes. Pour Freud, ça a toujours été basé sur le refoulement. Donc, il y a des complexes reliés, selon Freud, au fait qu'à son époque, puis même aujourd'hui, des personnes prudes qui ont été élevées dans des milieux, disons, où la sexualité était réprimée très souvent, donc n'acceptent pas d'avoir des désirs sexuels. Alors, il y a quelque chose, c'est refoulé, ça s'en va dans l'inconscient. Et ça se manifeste à ce moment-là, l'énergie est toujours là, elle ne disparaît pas. Même le pape, même les choses, même les pères, on le sait bien, hein, prenez tous les scandales, c'est-à-dire, on a beau faire vœu de chasteté et être comme un ange, à un moment donné, ça ne marche pas comme ça. Alors, qu'est-ce qui se produit? Il va y avoir, c'est comme une bouilloire, si vous voulez, c'est caché, ça a l'air caché, mais la libido, l'énergie est là, puis comme c'est une énergie qui tente toujours, comme élan vital, à sortir, ça va sortir à travers des lapsus, des oublis, des fantaisies, tout ce que vous voulez. À ce moment-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est chargé d'énergie et qui veut se manifester. Et c'est pour ça que dans certains cas, quand il y a trop de refoulement et de répression, ça sort d'une autre façon. On peut le voir, par exemple, je ne sais pas moi, je l'ai vu en thérapie avec des femmes en particulier, très souvent, des femmes, par exemple, qui avaient eu soit de l'inceste, soit des choses sexuelles dans leur enfant et qui l'avaient oublié. C'est vraiment toute une expérience pour dire quand quelqu'un redécouvre ce qui avait été caché. Et on s'aperçoit que dans leur comportement, beaucoup des comportements et dans les rêves, dans les fantaisies, c'est déjà dit. Ça sort d'une certaine façon, mais ils ne le savent pas. Hein? Alors à ce moment-là, c'est ça qui se passe. Il y a quelque chose, donc, au niveau de la quantité d'énergie qui ne disparaît pas. Même si j'ai eu un événement traumatisant, j'aurais dû agir de telle façon, j'ai pas pu, et ainsi de suite. Il y a quelque chose qui va rester de l'énergie que j'aurais dû mettre à prendre conscience. Ça prend de l'énergie pour prendre conscience. Il y a quelque chose qui reste là et qui va se développer. On appelle ça un complexe. Un complexe est un ensemble d'idées, d'affections, d'affects, d'images autour qui se constellent. Constellation, hein, plusieurs étoiles en même temps, donc qui se constellent
autour soit d'un événement ou d'une personne. Et ça reste tout le temps actif. C'est pour ça que quand, dans l'enfance ou l'adolescence, et même chez des adultes d'ailleurs, quand vous avez une répression, ça ne disparaît pas et ça va ressortir selon certaines circonstances, très souvent des circonstances semblables. Je vais vous donner un exemple. Une femme avait été abusée par son père lorsqu'elle avait 4 ans. À un moment donné, je reçois un téléphone et c'est sa belle-mère, d'ailleurs, qui m'a téléphoné la première fois. Elle dit, ma fille a des drôles de comportements. Elle veut plus que son garçon sorte de la maison. Que sa fille sorte de la maison. Elle veut plus l'envoyer à la garderie. À travailler, à arrêter de travailler, puis elle reste tout le temps là. Ben, j'ai passé l'amour, oui, parler. Quand on est en psychothérapie, on demande est-ce qu'il y a eu quelque chose dans votre enfance, mais ainsi de suite. Elle me dit que oui, à 4 ans, elle était abusée. Ben, j'ai dit, est-ce que vous croyez pas que vous croyez que votre enfant, votre petite fille, va être abusée comme vous? Hein? J'ai dit, oui, vous projetez sur votre enfant ce qui vous est arrivé. Vous n'avez pas été protégé. Vous protégez votre petite fille à votre tour. Vous voyez, elle ne le savait pas. Mais elle prenait toute une énergie à transférer sa libido, donc à la fois sur sa petite fille, puis à la fois sur toutes les circonstances qu'elle vivait. Vous voyez donc comment ça peut jouer comme énergie. Ça peut nous faire des choses sans même qu'on s'apercevoir. Et le complexe, littéralement comme un fantôme autonome ou une entité autonome dans nous, possède donc une quantité d'énergie. Et c'est ça qui va nous sauter au visage parfois. Dans d'autres cas, c'est vrai que dans des cas soit d'enfance difficile, encore une fois, de traumatisme, il y en a qui vont le sublimer ou le transférer en art, par exemple. Et c'est pour ça que certains artistes, c'est pas toujours bon qu'ils soient psychanalysés. Parce qu'ils ne savent pas c'est quoi le moteur de... Tu sais, par exemple, certains auteurs policiers vont écrire énormément. Par exemple, il y en a un qui s'appelle James Ellroy aux États-Unis. Je conseille ici, il faut avoir le cœur solide pour le lire parce qu'il est désespéré et pessimiste. Sa mère s'est fait tuer et coupée en deux par un assassin. Et toute sa vie, il est rentré dans la police et il a écrit des livres, puis il a finalement écrit un livre il y a à peu près 5 ans sur le cas de sa mère. Mais dans tous ses autres romans, il y avait très souvent des personnages coupés en morceaux. Et vous voyez que ses héros, ses détectives, cherchaient à résoudre ce problème-là. Jusqu'à quel point il était plus ou moins conscient qu'il cherchait à résoudre l'énigme de sa mère. Vous voyez? Donc, ça s'est déplacé. Hein? Comme ça. Dans ces déplacements-là, on peut le voir aussi avec en amour, évidemment. Vous avez un problème pour certaines personnes, pas celles qui arrivent. Pour certaines personnes, par exemple, on va dire, je donne toujours l'exemple d'un gars, mais ça peut être on va dire une femme là, qui cherche son papa. Bon, hein, il y a des gens qui cherchent leur maman, Mais une femme a toujours aimé son père, puis pour elle, c'est le père qui a été son héros, puis ça a été, bon. Oui, oui, juste la prise de conscience, puis c'est la volonté qui va jouer vos valeurs, ouais. Et là, à ce moment-là, soit qu'on le réprime, ça prend de l'énergie. Soit qu'on le réprime? Ben, disons, je sais pas, moi, vous avez le goût de tuer un voisin qui vous achale depuis longtemps. Si vous laissez aller, je sais pas, moi, vous le... Ouais, ouais. Donc, on peut le réprimer et se dire à ce moment-là que l'énergie qu'on mettait tout simplement à vouloir détester le voisin, on essaie de se comprendre, puis là, on peut changer Peut-être je vais y parler, j'ai jamais parlé. Moi, j'ai déjà vu ça. Il y a quelqu'un qui était locataire, puis là, il voulait tuer la personne parce qu'elle faisait du bruit en haut. Je lui ai dit, as-tu déjà parlé? Il dit non, il était parlé, mais ça a été simple, ils ont parlé, puis l'autre a fait moins de bruit. Mais on en prend conscience, c'est ça. Oui, donc on peut changer à ce moment-là cette énergie. Oui, on peut la diriger par la volonté. Mais quand la volonté n'est pas là, c'est ça. C'est comme s'il y avait une volonté dans le complexe lui-même, à quelque part.
Juste, c'est pas pour... je vais vous donner la définition que je voulais la lire tantôt, mais je la trouve un petit peu compliquée. L'entropie. Les transformations d'énergie ne sont possibles que grâce à l'existence de différences d'intensité. Selon le principe de Carnot, C-A-R-N-O-T, la chaleur ne peut se transformer en travail que si elle passe d'un corps plus chaud à un corps moins chaud. Mais le travail mécanique se transforme toujours en chaleur qui, par suite de sa basse intensité, ne peut plus se retransformer en travail. Donc, ainsi, un système énergétique clos équilibre peu à peu ces différences d'intensité en une température égale, c'est pour ça que je parlais de chaleur, par suite de quoi toute autre transformation est devenue impossible. C'est ce qu'on appelle la mort calorique. Il y en a qui disent que l'univers est comme ça. Elle va atteindre une mort calorique. Oui, c'est ça. En gros, c'est ça. Non, c'est pas un constant refroidissement, c'est une uniformisation de la température. Et une fois que la température est uniforme, on ne peut plus rien tirer. Bon, ben c'est ça. Mais c'est quand même c'est pas c'est une baisse de chaleur. Oui, parce qu'au départ, en tout cas, moi, c'est Uvari qui avait lu un livre, puis il disait qu'au départ, l'univers n'avait pas pu se créer à cause que c'était trop chaud, la densité et la température étaient trop chaudes, et qu'à un moment donné, vu qu'il était en expansion constante, il se refroidit tranquillement, le contenant se refroidit. Puis là, à partir de ce moment-là, les molécules, les atomes ont pu se former entre elles, vont former des étoiles. De toute façon, si ça arrive un jour, ce ne sera pas notre problème. Mais voyez, c'est ça, là, c'est un texte assez difficile. Il dit, le principe d'entreprise ne nous est connu que par l'expérience, que comme principe de processus partiel représentant un système relativement clos. On peut aussi considérer la psyché comme un tel système relativement clos, mais pas entièrement. Ces transformations d'énergie mènent aussi à la compensation des différences qui, selon la formule de Boltzmann, je ne sais pas c'est qui, conduit d'un état improbable, donc de désordre, à un état probable, et ainsi de suite. Bon. Alors, ça, c'est pour préciser ça. Jung emploie souvent cette image-là que notre énergie, au fond, c'est la différence entre nos contraires, d'une certaine façon. Notre nature, notre culture, nos désirs de réussir, mais nos désirs d'être tranquille dans notre coin. Alors, quand il y a une tension, il faut le voir comme une chute. Plus la chute est grande, plus la force, l'énergie de l'eau en arrivant en bas va être grande, ce qui fait qu'on va faire de l'électricité. Par exemple, l'électricité est faite comme ça. Hein? C'est l'énergie électrique, elle vient d'où? Elle vient d'une différence. On met une masse d'eau, on fait une pression, puis là, elle va faire tourner une turbine, et cette turbine-là, donc, va donner de l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie électrique, comme tel. Par exemple, je me souviens, j'ai déjà eu la chance de rencontrer le petit-fils de Jung, il y a très longtemps, une vingtaine d'années, qui était venu à Montréal, qui s'appelait Dieter Baumann. Et il me racontait que quand il était petit, lui, c'est avec lui que Jung allait souvent sur la rive du lac de Zurich. Et ce que Jung faisait au printemps, quand l'eau coulait, hein, il y a quand même il y a un hiver en Suisse, donc quand l'eau coulait sur les berges, si vous voulez, les falaises, donc ça fait toutes sortes de petits ruisseaux. Et ce que Jung aimait faire, c'était de bloquer certains petits ruisseaux pour voir, est-ce que l'eau va s'accumuler, est-ce qu'elle va déverser par-dessus, est-ce qu'elle va aller sur le côté, sur l'autre côté, est-ce qu'elle va faire un petit filet, un grand filet. Et Jung voyait là-dedans une métaphore, si vous voulez, par rapport à l'énergie. Quand on accumule de l'énergie, quand, par exemple, dans une vie, on est rendu à un point où on ne sait plus trop où on s'en va, c'est pas qu'il n'y a pas d'énergie, c'est que l'énergie s'accumule à quelque part. Alors là, Jung, il va dire assez souvent, d'ailleurs, dans ces cas-là, essayez quelque chose que vous n'avez jamais essayé dans votre vie, mais même si ça vous paraît farfelu, l'énergie, il faut qu'elle coule. Sinon, elle stagne. Je vais en parler un petit peu tantôt. En rêve, c'est ça qu'on voit.
beaucoup l'eau stagnante, l'eau qui court, les fleuves, ainsi de suite. Ça nous donne vraiment une bonne image intérieure de c'est quoi, comment on vit notre énergie. Mais ce point-là, donc, c'est la tension. Vous voyez, donc, comment l'énergie est plus grande? C'est la tension. Ça veut dire que si vous choisissez juste un côté, vous perdez votre tension. Prenons par exemple, Jung il disait ça, il faut vivre dans le monde, selon lui, il en était contre les moines qui se coupent de la sexualité et qui s'en vont vivre dans leur coin. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus en tension avec le monde, ils s'en vont dans une forme de lieu clos, justement, de solitude, et là, ils vont juste dans la spiritualité, à quelque part. Il y a eu des grands saints, il y a eu des grands, mais ça ne donne pas, comment on dirait ça, des hommes très souvent d'une grande énergie comme telle. Pourquoi? En particulier aussi, et ça, il va falloir en parler, parce qu'ils sont beaucoup dans des rituels qui vont canaliser leur énergie comme telle. Il y a toujours une équivalence, c'est-à-dire il y a toujours la même somme d'énergie. Comme c'est en équivalence, ça veut dire, par exemple, si je change de travail, habituellement, je vais être aussi énergique si j'aime les deux travaux ou les deux professions. Ça peut être un exemple. Ou encore, si je suis en amour, je vais toujours être en amour à peu près de la même façon. En vieillissant, peut-être moins, là, mais ça, c'est une autre phase de l'énergie. Donc, on a toujours la même attitude, si vous voulez, par la mobilisation de l'énergie sur quelque chose. On parle de déplacement d'énergie, j'en ai parlé un petit peu tantôt. C'est là cette notion-là que chez Freud, c'est toujours un déplacement d'énergie sexuelle, mais ce qu'on s'aperçoit, il peut y avoir un déplacement d'énergie. Par exemple, surtout au milieu de la vie, selon Jung, à un moment donné, au lieu de vouloir absolument s'adapter au monde extérieur, on va commencer plus à s'adapter au monde intérieur. Et on va le faire avec la même somme d'énergie aussi. Il peut y avoir progression et régression. Progression, ça veut dire qu'on avance dans la vie et que l'énergie tend tout le temps à nous adapter. Elle sert à ça, l'énergie. On s'adapte à notre environnement, comme un animal. On s'adapte à l'environnement. Alors, l'énergie progresse dans le sens que plus on va vieillir, habituellement, plus on va s'adapter à des personnes, à notre façon d'être, on va se raffiner, ainsi de suite. Mais il peut y avoir régression quand il y a des conflits trop grands. Par exemple, encore une fois, entre nature et culture. Quelqu'un, par exemple, qui est très instinctif à un moment donné, disons, tiens, je vais vous donner un exemple que quelqu'un m'avait raconté, c'était un joueur de hockey. Un gars qui a fait du hockey durant 23-24 ans. Et ça lui a pris 5 ans avant de changer. Parce que jusqu'à 23 ans, c'est un gars, là, il est parti tout petit, il a joué au hockey. Il n'a jamais joué dans la Ligue nationale, c'est un gars qui a joué en Europe, dans les lignes européennes, françaises. Mais à 23-24 ans, il a arrêté et il est devenu ensuite agent d'artiste. Mais il me dit que ça lui a pris 3-4 ans parce qu'il ne savait pas comment mettre son énergie. Et imaginez, il était en France, et il a commencé en France, puis là, il est revenu au Québec, au Canada, parce que là-bas, on le trouvait évidemment trop sauvage, d'une certaine façon. Il dit, je rencontrais les gens comme quand je jouais au hockey. S'ils me dérangeaient, je les bousculais, j'essayais de bousculer les gens, j'achalais les gens, leur téléphonais, j'étais agressif, parce qu'il y avait encore l'énergie qu'il avait de son jeu. Vous voyez, donc, il a déplacé cette énergie-là dans une autre occupation, et pourtant, il y avait le même genre d'énergie. Jung, il dit ça, il dit, quand on déplace une énergie, on va retrouver les caractéristiques de la première façon qu'on a de se motiver dans une autre occupation. Et on le voit en amour, par exemple, très souvent, on va chercher à peu près le même genre de partenaire. Mais là, il y a beaucoup d'autres trucs qu'on pourrait dire, pourquoi on cherche le même genre de partenaire. Mais très souvent, par exemple, quand ça fonctionne sur un complexe, soit d'infériorité ou un traumatisme ou encore une fixation sur le père ou la mère,
pourquoi il y a des... Encore, combien de fois j'ai vu en thérapie des femmes, ou des hommes même aussi, mais surtout des femmes, on a beaucoup plus de femmes en thérapie. Vous savez, en Occident, c'est 75% des femmes qui vont en psychothérapie, 25% des hommes qui y vont. Les hommes attendent à la dernière minute. Ça s'attend pas à ce... Oui, peut-être avec le show, mais quand même, vous savez bien que c'est toujours les femmes qui vont dire à l'homme devrait consulter. C'est bien rare qu'un homme va dire... il y a le fait du macho, du machisme, mais il y a le fait aussi que l'homme est plus dans l'action. Et pour lui, aller parler, aller discuter de ses bobos, c'est comme une perte de temps. Mais là, c'est une autre histoire. Mais c'est juste pour vous dire, donc, que ces femmes-là qui arrivent et ils disent comment ça se fait que je tombe toujours sur le même bonhomme, puis ça finit toujours de la même façon. Tu sais, il y en a une qui, par exemple, bon, ben oui, elle trouvait toujours le gars alcoolique qu'elle voulait sauver, puis elle le sauvait jamais, puis ça finissait. Et là, pouf, elle retombait avec un autre gars alcoolique, ou qu'elle savait pas qu'il était alcoolique, mais qu'il l'était. Mais le même genre. Il y a quelque chose, donc, à quelque part, dans l'énergie qui va être équivalent, si vous voulez. Cette énergie-là qu'elle a d'aimer, elle le projetait toujours sur le même genre d'homme. Et là, c'est ça qu'il faut décortiquer, comment empêcher ça. Tantôt, madame demandait ça tantôt, au début. Mais c'est ça, il faut en prendre conscience et savoir où remonte l'investissement qu'on a mis. Par exemple, chez beaucoup de ces femmes-là, ils ont eu un père alcoolique et leur mère leur répudié ce père-là. Et en tant que fille, ça joue sur l'inceste, c'est dire, je vais trouver un homme et moi, je vais l'aimer, je vais le garder comme ma mère ne l'a pas fait. Donc, au fond, ce qu'ils aiment dans l'homme alcoolique, ils veulent sauver leur père qui n'a pas été sauvé par la mère, d'une certaine façon. Et c'est ça qui les amène dans des espèces d'ornières, à un moment donné, de toujours trouver l'homme à sauver parce qu'il faut leur faire prendre conscience. C'est pas cet homme-là que tu veux sauver, c'est ton père, quand tu étais petite, que tu voulais sauver et que tu voulais sauver de ta mère. Donc, à quelque part, ça ne marchera jamais parce que ce n'est pas ton père qui est là. Parfois, ça marche, il faut bien le dire. La vie fait ça. On peut se tromper, puis d'un coup, ça marche. Bon, hein? Mais n'empêche qu'il y a un principe donc de déplacement. Régression, ce qui va arriver, c'est que, par exemple, quand on va dire un homme, je vais vous donner un exemple que Jung donne, il reçoit un homme d'affaires qui était fabricant d'objets. Il dit juste des objets, mais j'ai lu dans un autre livre, il ordonne le truc, c'était des objets usuels de toilette. Il était donc bien adapté à son monde, il réussissait, il avait une famille, il vendait bien tous ses produits. Mais là, commence à monter en lui, ça c'est vide, juste vendre ces trucs-là. Et évidemment, il découvre qu'il y a peut-être un artiste en dedans de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à, comment je dirais ça, à esthétiser ses produits de toilette. Ben, et chacun, à les individualiser, comme s'il voulait que chacun de ses produits soit une œuvre d'art. Il a fait faillite au bout de 4 ans. Ce que Jung nous dit, c'est que, vous voyez, la demande artistique, c'était pas sur le monde extérieur qui était en jeu. C'était l'énergie qu'il devait mettre sur son monde intérieur. Il aurait dû soit faire de la peinture pour lui, ou de la poésie pour lui, ou de la musique pour lui, mais non pas mettre ça sur son adaptation au monde extérieur. Il fallait maintenant qu'il s'adapte au monde intérieur. Et on le voit dans les cas de névrose. Dans les cas de névrose, pour Jung, la névrose, ça ne remonte pas toujours au complexe d'Oedipe, c'est actuel. Il y a une attitude face à la vie qui ne suffit plus. Notre adaptation au monde extérieur ne marche plus. Par exemple, je pense qu'il y en a qui étaient là, mais enfin, je vous le raconte encore. J'ai vu une jeune femme qui travaillait dans une grosse compagnie. Ça faisait 3 tentatives de suicide qu'elle faisait. Elle était la moitié de l'année en dépression. Ça faisait 10 ans qu'elle faisait ça. Je parle avec elle et je m'aperçois que cette jeune femme-là s'était en allée en ingénierie mécanique. Alors qu'elle, dans l'adolescence, ce qu'elle voulait faire, c'était aller aider le tiers-monde. C'était une âme de missionnaire ou de je ne sais pas quoi, là. Mais elle voulait aller aider le tiers-monde. Alors, elle était rendue, parce que son adaptation, elle avait choisi une adaptation au milieu extérieur qui n'était pas conforme
à son essence, on va dire, à son essence individuelle. Donc, ça ne marchait pas. Alors, qu'est-ce que fait la psyché dans ce temps-là? L'énergie qu'on devrait mettre à s'adapter, qui habituellement marche, là, ça ne marchait plus. Alors, ça la renvoie à quoi? Au monde intérieur. Là, il fallait qu'elle comprenne pourquoi ça ne marchait pas. Qu'est-ce que ça voulait dire que ça ne marchait pas? Comment ça se fait qu'à un moment donné, il y a eu 3 tentatives de suicide? Au lieu de dire c'est parce que j'ai plate mon travail, ainsi de suite, c'est bien mieux de se dire qu'est-ce que mon âme veut? Et ça, aujourd'hui, il y a des gens qui n'osent même pas poser cette question-là parce qu'ils ne croient pas à ça. Mais dès qu'on fait entrer cette nouvelle entité, si vous voulez, pour beaucoup de gens, on s'aperçoit que tout un sens de vie qui rentre en ligne de compte, c'est pas seulement l'adaptation au monde extérieur qui va compter, c'est l'adaptation au monde intérieur. Quand ça ne marche pas, quand l'adaptation à ce monde-là ne marche pas, il va y avoir effectivement régression. C'est-à-dire qu'on va retrouver des comportements ou des attitudes infantiles. Par exemple, elle pleurait très souvent, comme un enfant. C'est-à-dire, elle devient comme un enfant qui pleure, puis elle pleure en pleure tellement que la vie est plate, elle veut arrêter. Thanatos, dont je parlais tantôt, embarque, et ça veut dire, je ne veux plus ce genre d'excitation-là, mais au fond, je me suis mis dedans. Et quand je lui ai demandé pourquoi, c'était vraiment un cas de mère-fille, où la mère était tellement dominante que c'est elle qui a dit, dans la vie aujourd'hui, ma petite fille, c'est pas d'aller en Afrique que tu vas faire de l'argent, c'est d'aller en ingénierie, c'est ça qui paye, puis tu vas aller là-dedans. Puis c'est elle qui, à chaque fois, l'obligeait à retourner dans ce maudite compagnie-là. Et elle n'osait pas, imagine, elle avait 28 ans, elle vivait encore avec sa mère. Donc, la mère qui dirige. Alors, tu as toute la notion de complexe mère-fille qui était en projection. Alors, voyez, donc, on peut aller progression de l'énergie, mais aussi régression. Régression, ça veut dire qu'on retourne à ce moment-là, parce que l'adaptation au monde intérieur est nécessaire, on retourne vers des comportements infantiles, des comportements qu'on dit. Mais comme dit Jung, ce n'est pas infantile au sens tout le temps péjoratif. On va aller rechercher les germes, si vous voulez, d'un renouvellement. Cette jeune femme-là, si elle s'était vraiment écoutée, aurait peut-être retrouvé à l'adolescence ses désirs, ses besoins, cette volonté d'aider les autres puis d'aller ailleurs. C'est drôle, j'en ai eu 3 comme ça en ligne à un moment donné dans une année. 3 jeunes femmes comme ça qui étaient tout le temps en dépression, qui venaient nous voir parce qu'ils sont tout le temps en dépression. Tu parles avec eux autres, puis ça semble si évident. Lâche ce genre de job-là. Ah ben non, j'ai de la sécurité. Ben oui, mais ça fait 3 fois que tu te suicides avec ta sécurité. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais c'est tellement puissant aujourd'hui de dire il faut rester, il faut avoir un bon salaire, puis ainsi de suite. Elle avait son auto, puis ainsi de suite. Puis là, elle grimpait dans la compagnie. Mais en même temps, elle grimpait, c'est ça, en breakdown, par névrose. Alors, vous voyez jusqu'à quel point, donc, à ce moment-là, l'énergie, ce que je veux dire par là, il y a cette énergie-là, cette libido, n'est pas dirigée par la volonté, par le moi et par le conscient. Il y a quelque chose en dedans de nous, dans l'inconscient, qui fait que ça retire littéralement le tapis sous les pieds, et là qui dit, il faut que tu changes. C'est pour ça que Jung disait qu'une névrose, c'est souvent actuelle. On peut y trouver, à cause des faiblesses, de comportement, d'attitude, on peut y trouver peut-être des traumatismes, des fonds dans le passé, mais à quelque part, il y a quelque chose qui est actuel, c'est-à-dire la névrose, et ça, il s'opposait beaucoup, ça a été une des distinctions avec Jung, et ça concerne cette notion-là d'énergie, c'est que l'énergie, oui, elle va faire renaître du passé. Très souvent, quelqu'un, cette femme-là va dire, ben c'est le passé, au fond, qui m'a dirigé parce que j'ai eu un lien trop fusionnel avec ma mère. Oui, mais si tu le continues à 29 ans, il y a quelque chose qui ne marche plus. Et c'est ça qui est en jeu, c'est le présent qui est en jeu. Alors, il y a beaucoup de dépression, de breakdown, et ainsi de suite, qu'on explique toujours parce que Freud a tellement eu d'influence qu'on dit « Ah, c'est la faute à papa, à maman, à la famille, à mon milieu ». Alors que Jung dit non, il y a beaucoup de problèmes justement au niveau des névroses et
moins les psychoses, mais quand même au niveau surtout de ce qu'on appelle les névroses, des phobies comme ça, des breakdowns, des dépressions, qui sont actuelles. Il y a quelque chose, mon énergie de vie, elle ne veut plus suivre le même lit, d'une certaine façon. Alors, elle se retire. Et là, on a ces images-là qui peuvent apparaître dans les rêves de désert, de champs de glace, de pôle Nord. Ils sont au pôle Nord. Où ils sont tout seuls dans des paysages complètement désolés. Tu sais, il n'y a plus de végétation, il n'y a plus de... Oui. Question par rapport, on dit que l'énergie est tout le temps présente. Oui. Mais dans les cas de dépression, on parle souvent qu'il y a une... on dit que dans le fond, le taux d'énergie est tout le temps le même, mais dans les dépressions, à un moment donné, il y a comme une apathie, il n'y a plus d'énergie. Alors, c'est quoi qui se passe à ce moment-là? Ben, c'est ça que je dis, c'est que l'énergie sert à l'adaptation au monde intérieur. Quand on regarde dans les rêves, il y a un brassage qui se fait dans l'inconscient. Souvent, dans ces rêves-là, d'ailleurs, dans les rêves de gens qui sont en dépression, ils vont rêver qu'ils descendent dans une mine, qu'ils visitent une caverne. Ils vont dans des lieux de renouvellement. Par exemple, ça peut être une piscine, ça peut être se baigner dans la mer. Des symboles de renouvellement de l'énergie. À quelque part, on peut mieux le comprendre, par exemple, penser aux notions de rituel. Oui, de rituel, de tout ce qui est d'initiation. Quand, par exemple, on passait d'une étape à l'autre, donc il fallait changer l'énergie, ben, disons, chez la plupart des chasseurs-cueilleurs, ce qu'on dit primitif, il y avait un rituel de transformation. Ce rituel-là permet de canaliser autrement l'énergie. Le petit garçon qui vit avec sa mère, puis ses proches dans la famille, ben, il passe à autre chose. Aujourd'hui, on a un petit peu ça avec le début des classes, avec les examens. Mais quand même, par exemple, chez les Apaches, il quitte sa mère à 5 ans, puis il va la revoir à 25 ans seulement. Mais il y a tout, au moment de la 18-19 ans, il va avoir un rituel d'initiation où il doit aller dans la solitude, il doit trouver un esprit protecteur, et soit pour être guerrier ou pour être chaman. À quelque part, tous ces rituels-là, c'est pas en vain. C'est pour dire l'énergie qui était canalisée d'une certaine façon va être canalisée d'une autre façon. Même, on peut le voir aussi dans les rituels pour faire la guerre chez certains primitifs. Avant de faire la guerre, bon, ben là, il va y avoir toutes les danses, puis on se met en état de devenir guerrier, puis on se met en état de force pour dire, là, on va avoir l'énergie guerrière. Sinon, très souvent, à cause des films, probablement, puis de tous les romans ou des romances qu'on a écrites là-dessus, on dit ils sont toujours en guerre, ils ont toujours un tomahawk, ils veulent tout le temps tuer. Pas vrai du tout. Quand les Amérindiens décidaient de faire la guerre, c'était par exemple chez les Iroquois, c'est les maires qui étaient le conseil de décision, qui décidaient qu'on déterre la hache de guerre, et là, on la donnait à un chef guerrier qui, pour un temps, devait aller faire la guerre. Quand les Blancs sont arrivés, ici en particulier, c'est sûr qu'ils s'adressaient aux chefs de guerre. Mais en s'adressant aux chefs de guerre, ça veut dire aux autres, on va être en guerre. Aux autres, les chefs de guerre comprenaient comme ça. Ils veulent se battre, habituellement. Ils n'ont jamais été voir les femmes, ça n'a aucun sens, hein, aller voir les femmes. Mais en même temps, par exemple, on voit ça dans certains rituels. Les hommes, par exemple, il y a ça, je ne sais pas chez lesquels, mais on va mettre la plus belle femme tout nue au milieu des guerriers. Puis là, ils vont danser autour. Puis il ne faut pas qu'il y en ait un qui tombe en érection, qui désire la femme, parce que toute cette énergie-là est canalisée vers l'énergie agressive. Et là, ils peuvent partir à la guerre. Quand ils reviennent, ceux qui sont encore dans l'énergie guerrière, cette plus belle femme-là, va aller faire l'amour tant qu'il ne baisse pas son énergie. Oui, donc, il y a des rituels qui sont en jeu et les personnes vont porter cette capacité de faire baisser ou non l'énergie. Mais pour venir à ça, c'est ça qui pour l'adaptation au monde intérieur, ça se passe très souvent vers le milieu de la vie, mais vous savez bien que pour beaucoup de gens aujourd'hui dans notre société, pour beaucoup de gens, c'est toujours l'adaptation au monde extérieur. Sans arrêt. On achète des choses, on veut vieillir, on se rajeunit, comme je disais tantôt. Donc, on veut rester jeune. Et là,
très souvent, quand les gens qui veulent rester jeunes, moi, je les trouve très tristes, très souvent, parce qu'ils savent bien, quelque part, que c'est pas vrai. Et ils le font quand même. Il y a quelque chose qui n'est pas de leur âge, et ils continuent à le faire. La même chose qu'un enfant, un bébé. Vous savez, s'il y en a, il y a beaucoup de femmes, vous avez eu des enfants, probablement. Vous savez très bien que l'enfant, il part pas de zéro, puis là, il grandit tout d'un coup, tout le temps. Il régresse des fois. Parce que son adaptation est difficile. Pourquoi un enfant, vers 3 ans, disons, est propre, supposément, va aux toilettes par lui-même, en gros, mais d'un coup, oups, il peut, s'il y a un déménagement, s'il y a un deuil, s'il y a quelque chose qui arrive, il recommence à faire pipi dans ses culottes. Il régresse. Oui, non, non. Moi, je m'interroge beaucoup sur la dépression. Oui. Si l'énergie trouve son ennemi ailleurs, Oui. il y aurait moins de dépression. Ou la dépression est nécessaire. Oui, c'est ça. La dépression, c'est un signe que votre orientation de vie n'est pas adéquate. Mais si elle devient adéquate, par exemple, la jeune femme de 28 ans qui est en génie mécanique et qui a fait, j'espère qu'elle a fait une transformation. Bon, enfin, je pense pas, mais... Non, tu penses pas? Non, elle n'est pas revenue. Dans Elle n'est pas revenue. dans un monde Parce que je disais qu'il fallait qu'elle coupe avec sa maman, puis elle ne l'a pas pris. c'était pas possible. Mais si elle avait changé, par exemple, Oui, oui. Mais il y a quand même un temps où il faut qu'elle comprenne qu'est-ce qui se produise. Donc, il faut qu'elle devienne consciente que, à quelque part, c'est tout le lien avec la mère qu'il aurait fallu remettre en question. Il fallait qu'elle se coupe intérieurement de la... Comme je disais, ça ne veut pas dire que je... Tu sais, j'ai dit, mais durant un certain temps, est-ce que tu ne peux pas aller vivre seul, puis peut-être voir ta mère une fois de temps en temps? Là, ça veut dire qu'imaginez, à 29 ans, elle rentre chez eux, sa mère est là, elle se lève le matin, c'est sa mère qui fait son déjeuner. Tu sais, j'ai dit, as-tu eu des petites amies? Oui, mais c'est toujours la maman qui décidait. Donc, et là, c'est le problème aussi de la mère, au fond. Hein? C'est la mère qui est le problème aussi. J'en ai eu un autre comme ça, la mère, imaginez, tous les matins, 6h30, elle téléphonait à sa fille. Parce que, selon elle, il faut se lever à 6h30. Alors, 7 jours par semaine. Si elle ne répondait pas, elle venait en taxi pour la réveiller. C'était une folie furieuse. Mais comme elle était très riche, la fille ne voulait pas non plus laisser sa maman. donc ça veut dire qu'il y a des avantages, là. Oui, oui. Ben oui, on appelle ça les bénéfices de la maladie. Les collatéraux, là. Oui. Il y a toujours des bénéfices à une maladie, d'une certaine façon. Comme dans l'enfance, si on n'a pas assez d'attention, vous savez bien que beaucoup d'enfants vont tomber malades parce que là, on va s'occuper d'eux autres. Alors, donc, les bénéfices, on appelle ça les bénéfices de la maladie. Mais là, ce que je pense, c'est ça, c'est que quand même, dans nos vies, il peut arriver aussi, et pour beaucoup de gens aujourd'hui dans ce monde matérialiste, à quelque part, découvrir les valeurs spirituelles, il faut s'arrêter. Il faut arrêter de dire, je vais faire ma vie ou je vais réussir ma vie si je gagnais la loto, si j'avais beaucoup d'argent, une grosse maison, un gros char, et tout ce que vous voulez avec. À quelque part, tu peux juste dire, il faut que tu ailles vers l'invisible. Arrête d'aller vers le visible, va vers l'invisible. Et il y a des gens qui ne peuvent pas y aller, ils veulent voir, ils veulent payer, ou ils vont dire, je vais aller vers le monde intérieur, ça coûte combien? Vous savez, les fins de semaine, pour aller vers le monde intérieur, il y en a. Hein? J'ai même un ami assez proche, et j'ai toujours un peu reproché qu'il était l'animateur pour que les gens regardent leur monde intérieur sur un bateau où ça coûtait 20 000 $ pour 3 semaines dans les Caraïbes. Je me demande, moi, comment, quand tu es au soleil, puis tu grillonnes ou tu grisonnes au soleil, comment tu peux aller dans ta vie intérieure quand tu as payé 20 000 $, en tout cas. Ça. On change hein, quand on est en état de survie psychique. On ne change pas juste parce que c'est le fun, comme beaucoup de gens le croient. Et c'est ça. Donc, adaptation au monde intérieur. Ce qui est important, c'est ça. C'est vraiment cette notion-là que Jung a tout le temps défendue. C'est-à-dire que si on admet l'inconscient, cette énergie qui n'est pas vers le monde extérieur, il y a une énergie dans le monde inconscient. Et là, c'est là qu'on en arrive. Quels sont ces mobilisateurs ou vecteurs, machines à énergie psychique, sont les symboles. Symboles et rituels.
Et là, on le voit plus, on le comprend mieux, si vous voulez, avec les peuples dits primitifs de chasseurs-cueilleurs. Ce qu'ils appellent le wakan, par exemple, chez les Amérindiens. Ce qu'ils vont appeler les notions de tabou, le mana. Ils parlent d'une énergie, au fond, qui va être stimulée par soit telle danse, telle fête, tel jour. Dans le christianisme, on le fait, on a perdu. Comme je disais tantôt, il nous reste le Saint-Valentin, l'Halloween, Noël. Là, on mobilise. Mais vous savez, dans le vieux calendrier chrétien, il y avait toutes les fêtes, et chaque fête, très souvent, était mobilisation d'énergie pour... C'est le temps des semences. Pourquoi on ne fait pas juste les semences? Pourquoi on fait un rituel avant? Par exemple, chez certains chasseurs-cueilleurs, pas chasseurs, mais d'agriculteurs, c'est-à-dire, on va mimer l'acte amoureux dans la terre, par exemple. Un couple, avant de semer, va aller se semer dans le champ. Si vous êtes juste freudien, vous allez dire, ah, c'est juste l'instinct sexuel qui est en jeu. Si c'était juste l'instinct sexuel, ils feraient l'amour dans leur cabane, ça finirait là. Pourquoi ils prennent la peine? Pourquoi il y a quelque chose en nous qui va reprendre cette symbolique-là d'union, donc de fécondation, et qui va dire maintenant, ça va aider à la fécondation de la terre. Vous voyez, on symbolise à ce moment-là. L'acte amoureux n'est plus seulement un acte réel de faire l'amour, il devient acte symbolique. Dans d'autres, c'est de rouler dans les champs. Parfois, souvent, ça a été en couple. On se tenait par les jambes, c'est assez curieux. Il ne fallait pas se tenir par les mains. Et là, ça tournait. Il donne là-dedans, il donne une dizaine de pays en Europe où on faisait ce truc-là. On a le vieux truc que j'ai vu faire, moi, plus jeune. Au feu de la Saint-Jean, quand on s'unit, on saute par-dessus le feu, qui est le feu de l'énergie. Hein? C'est comme, à ce moment-là, c'est un engagement. Vous voyez, l'énergie, à ce moment-là, s'engage et canalisée à travers ce simple geste rituel-là de dire « je saute par-dessus le feu » avec quelqu'un d'autre. Hein? On prend la main, puis on saute par-dessus. Il ne faut pas faire comme un gars à Québec, là, il a sauté dedans le feu. C'est très vrai, hein? Il était brûlé au 3e degré. Tout ça, c'est rituel. On en fait, par exemple, je suis certain, moi, que la plupart d'entre vous ici, vous faites votre rituel avant de vous endormir, quand vous éteignez les lumières, puis vous allez vérifier si les portes sont fermées. Si vous regardez, vous faites tout le temps le même trajet. Puis avec le fait de vous laver ou non à tel moment donné, puis vous brossez, c'est toujours la même chose. Vous brossez, si vous êtes brossé les dents après avoir vérifié, vous ne ferez jamais vous brosser les dents après ou avant. C'est toujours la même chose. Ce sont des rituels d'endormissement d'ailleurs. Quand on dort mal, il faut retrouver les rituels d'endormissement. Des gens, moi j'ai aidé des gens comme ça qui avaient beaucoup d'insomnie. Je leur disais, c'est quoi le rituel? Et ils se couchaient à n'importe quelle heure. Je disais, c'était quoi le rituel qu'ils faisaient? Quand tu étais jeune, quand tu étais enfant, ce que tes parents faisaient, et je leur faisais reproduire ça. Il y en a, ça a marché. Ça ne marche pas tout le temps. Mais prenez, ce rituel-là, il est là. Même les chiens le font. Hein? Il y en a qui ont des chiens, peut-être. Vous avez déjà vu un chien? Il n'y a rien. Il part à tourner en rond, il tapote, puis là, il se couche. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait son rituel d'endormissement. Ça remonte aux chiens qui vivaient dans la prairie où ils tapaient sur l'herbe pour se faire leur couche. Moi, j'ai vu un Danois, haut comme ça, faire ça dans un salon. Il y a un vase qui a passé. C'est une de mes amies, puis elle dit, il casse en moyenne. Elle dit, on ne peut pas l'empêcher, il le fait tout le temps. Il prenait, lui, un tapis, puis là, il se mettait 2 pattes dedans, puis là, il commençait à tourner. Là, le tapis tournait, la queue, il battait. D'un coup, il glissait avec ça. Il frappait toujours quelque chose. Et, hein, faire un rituel. Les rituels, par exemple, donc j'en ai parlé pour l'agressivité. Comment? Et voyez comment c'est... On l'a aussi quand on fait la guerre. Hein, les gens qui se lèvent debout, on chante l'hymne, on fait des rituels. Par exemple, il y en a qui se demandent pourquoi on chante encore au Canada avant le hockey. T'sais. Parce que c'est un rituel qui mobilise pour ce moment-là. Quand tu n'as pas de quand est-ce que ça commence ou non? Et James Hillman, qui est un Jungien, parle beaucoup de ça. Selon lui, c'est certain qu'on pourrait juger que c'est beaucoup moins esthétique ou beaucoup moins
peut-être valables même que les rituels de la Grèce antique, mais tous les rituels qu'avant un match de football, les majorettes qui arrivent, les cheerleaders, faire le show sur le parking, la musique qui embarque, on amène les enfants dans l'après-midi, et c'est des nouveaux, c'est le besoin, et à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Ça canalise l'énergie sur l'événement et ça permet un rapprochement, sociabilisation. On a l'impression d'être plus proche des gens. Vous voyez? Comme ça, donc, le rituel, qui est tellement important. Ça passe à travers, donc, des symboles qui sont des vecteurs d'énergie et, ultimement, sur la notion d'archétype. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'un symbole, par exemple, c'est... Les symboles, donc, vont passer à travers des rituels, mais ça peut être tout simplement qu'à un moment donné dans vos vies, on est moins religieux aujourd'hui, mais moi, j'ai vu certaines personnes tout simplement entendre le Dalai Lama, pouf, qui deviennent bouddhistes. Parce qu'il y a quelque chose qui symbolisait une ferveur chez ces gens-là, qui regardaient. Donc, leur énergie, vous voyez, est motivée. Alors, ces gens-là qui n'avaient jamais eu de religion, qui n'ont même pas été dans la religion, ils voient simplement un personnage comme ça. D'autres, ça peut être parfois, il y en a des gens, bon, ça va être un roman ou un poème ou une poésie qui va arriver au bon moment. Et c'est là que je vous parlais un peu au début, ce qu'on appelle la synchronicité. À quelque part, quand on est adapté au monde extérieur puis qu'il y a des problèmes, qu'on est mal adapté, il peut arriver du dedans des images, des symboles qu'on ne comprend pas, qui vont être vecteurs d'une transformation. Un exemple de ça, c'est Jung encore qui raconte, c'est un prêtre qui était écrivain en même temps. Et à un moment donné, il a commencé à être fasciné par Judas. Et il a écrit finalement un roman en mettant en scène Judas. Et quand le roman est paru, il a défroqué. Judas, c'est celui qui trahit Jésus. Quand il a commencé à s'intéresser à Judas, il ne savait pas qu'il voulait sortir, lui. Il ne savait pas. Il y a quelque chose de la symbolique de Judas qui est embarqué. On le voit chez des enfants, par exemple, si on remarque plus chez des enfants, quel genre d'animaux qu'ils vont aimer. Qu'est-ce qui mobilise leur énergie ou non? Ça peut même les transformer à un moment donné. J'ai eu, moi, un petit garçon, une femme m'est arrivée, mon petit garçon de 3 ans, comme beaucoup d'enfants à cet âge-là, fait des cauchemars, puis ainsi de suite. J'ai dit, est-ce qu'il y a un animal? Il dit, non, il n'y a pas d'animal, mais elle dit, il aime beaucoup, je ne me souviens plus de son nom, c'est dans des dessins animés, c'est un chien des grandes oreilles, un peu nono, dans le genre dingo, là. Mais je dis, il l'aime beaucoup. Puis des fois, il parle, il dit, ah, dingo, dingo. Il appelle des fois les chiens de ce nom-là. J'ai dit, est-ce que tu vas essayer de lui dire que quand il va s'endormir, qu'il appelle dingo, qu'il vienne de protéger des fantômes, puis de ce qui lui fait peur. Et ça a marché, ça a l'air. Il a été tranquille par après. Il y a d'autres méthodes, là. Mais, vous voyez, il a symbolisé, à ce moment-là, ses forces de protection, d'énergie protectrice, à travers, tout simplement, un chien comme ça, un chien de bande dessinée. Donc, un symbole. Mais évidemment, tous les symboles qui mobilisent, pensez au christianisme avec la croix. Vous voyez une croix aujourd'hui, la plupart des gens voient la croix chrétienne. Alors que la croix n'est pas née avec le christianisme, il y a la croix celtique qui est avant, on peut la retrouver aux Indes, mais ainsi de suite. Mais quand vous voyez une croix, surtout avec la branche horizontale un peu plus haute, on dit, bon, mais c'est une croix chrétienne. Puis il y en a des milliers de gens ont été mobilisés par ce symbole-là. Et autant pour certains pour leur avancement, pour leur adaptation au monde intérieur et extérieur, et autant pour leur destruction aussi. On a tué beaucoup plus au nom de la croix qu'au nom de Dieu et ce que ça représente. Donc, vous avez comme symbole, vous voyez, un symbole qui... Un symbole, c'est pas un signe. Un symbole peut être un signe. Le signe peut apparaître comme symbole. Prenez ça existe encore, Shell, le pétrole? Bon, bien, la coquille Saint-Jacques, vous savez qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Quand les pèlerins allaient à Saint-Jacques de Compostelle, quand tu faisais tout le pèlerinage,
donc c'est le voyage. Alors, tu mettais la coquille. C'était un signe, un symbole, puis en même temps, cette coquille-là aussi, c'est de là qu'est née Vénus dans la mer, et ainsi de suite. Donc, elle représente le pèlerinage, Saint-Jacques, le fait de s'être transformé à travers le voyage, puis ainsi de suite. Et là, tu as une compagnie qui prend le symbole et en fait un signe. Quand je vois la coquille Saint-Jacques de Chelles, je me dis pas, je m'en vais à Saint-Jacques de Compostelle. Hein? Je me dis, j'ai-tu besoin d'essence ou non? Tu sais? Hein? C'est très différent un signe d'un symbole. Il faut faire bien attention parce qu'on vit beaucoup dans un monde de signes, de marques. Hein? Les marques deviennent, par exemple, il y a eu des livres décrits là-dessus, qui vont mobiliser les gens parce que si tu as ce signe-là, tu appartiens à de l'élite d'argent ou ainsi de suite. Alors, on a ça aujourd'hui, et même Coca-Cola devient les États-Unis, hein, ainsi de suite. Toutes les marques, là, c'est des signes, au fond. Mais à quelque part, ils symbolisent quand même notre monde. Quand je dis Apple, c'est tout le monde des ordinateurs qui est en jeu et la communication. Tu sais. Pourtant, le signe, le symbole avant, c'était Hermès. Prenez Hermès, Hermès, c'est le dieu grec qui a les pieds avec des ailes, parce qu'il communique. Donc, Michel Serres, en France, a écrit un livre là-dessus. Il dit qu'Hermès, c'est notre Dieu d'aujourd'hui, c'est le Dieu de la communication. Pourtant, on ne le reconnaît pas, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de temple, et ainsi de suite. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il est devenu un signe aussi. C'est Goodyear. Excusez. Oui. Mais ça, quand on voit des signes comme ça dans notre inconscient, vous savez, vous avez parlé de l'inconscient collectif. Oui, oui. Ça doit nous toucher inconsciemment. Bien, c'est ça, ça mobilise. C'est pour ça qu'on rêve toutes les nuits. Toutes les nuits, l'inconscient nous envoie une série de symboles pour mobiliser d'une part, parce que l'inconscient fonctionne par lui-même, puis joue avec les symboles, avec l'énergie. D'autre part, pour nous, humains, parce que ça nous envoie, ça nous dit, un symbole, c'est quelque chose. Le mot, le symbolon, le mot symbole, il vient du grec. Et savez-vous ce que ça désignait? Au début, ça désignait une pièce de monnaie, à l'époque, donc des Grecs, qu'on cassait en deux. Quand je partais en voyage, j'en donne une, disons, à quelqu'un que je connais, puis j'apporte l'autre pièce. Si j'ai un message dans un autre pays, puis j'ai à envoyer la moitié là, de la pièce, c'est un symbolon. Elle symbolise, elle n'est jamais totale, elle symbolise quelque chose qui est soit à la place d'où je suis parti, soit que j'ai apporté. Alors, quand j'ai un message envoyé à la maison, je mets cette pièce-là, et là, la personne dit « Ah oui, ça vient bien de la personne. » Symbolon, qu'on appelait. Et si je vais envoyer, ou la personne qui veut envoyer un message dit tel endroit, pour être sûr, on envoyait cette pièce-là à l'autre personne. Donc, des fois, on en portait plusieurs. Mais donc, en la cassant, on n'avait pas, c'était pas tranché en deux, c'était cassé. C'était souvent des pièces en cuivre qu'on pouvait casser, ou en terre, ou des fois des morceaux d'argile qu'on prenait. Mais vous voyez, un symbole, donc, c'est quelque chose qui est connu et inconnu. C'est pour ça qu'un symbole, il va nous mobiliser, parce qu'il ne nous envoie pas dans si vous voulez, un canal tout fait, il nous envoie vers une nouvelle possibilité, comme telle. Certaines personnes, aujourd'hui, vont vivre la symbolique à travers la nature, par exemple. Moi, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils se sont transformés parce qu'ils ont vu tel paysage à tel endroit, à tel moment de leur vie. Ils ont eu un sentiment cosmique, et là, ça les a transformés. C'est pas le paysage en tant que tel qui était là. Parce que, je sais pas, moi, si ça avait été la nuit, peut-être une nuit noire, bien, le paysage, il a fallu un moment, une lumière, hein, quelque chose de très précis qui va les transformer. Mais tous les autres symboles, ça peut être un symbole maternel, ça peut être un Gaïa, par exemple, pour certains,
comment je dirais ça, des partis verts, des écologistes. Si vous leur parlez de Gaïa, c'est la terre-mère, et pour eux autres, c'est la terre-mère nourricière. Et ils la voient comme une nouvelle déesse, une nouvelle religion qui est en train de renaître, d'une certaine façon, parce qu'on a déjà eu la terre-mère chez les Grecs. Mais là, c'est beaucoup plus vaste, c'est toute la terre. Et ils vivent là-dedans. Certains symboles, par exemple, nazis, ont mobilisé les nazis. C'est pas juste bon ou mauvais, là, c'est pas juste pour un symbole. Quand les symboles sont bien arrangés, et là, le danger, c'est qu'on va rationaliser et, comment je dirais ça, structurer les symboles pour la propagande, par exemple. Alors, vous avez ça, par exemple, je sais pas, on l'a vu là, avec toutes les publicités de politique. Tu sais. On nous présente de beaux enfants tout jolis qui courent dans les champs. C'est la symbolique de l'innocence, hein, et de la sécurité. Puis on nous dit, voici, et ça nous stimule. Pour ça que les publicités d'enfants sont si puissantes. C'est pas l'enfant qui est là, c'est le symbole de l'enfant. Ce qui me fait dire que la semaine prochaine, c'est l'enfant intérieur, si ça vous intéresse. Je pense. Et c'est pour ça que c'est si puissant, parce qu'on a encore un enfant dedans de nous. Alors, quand on voit un enfant comme ça, ben, tu sais, dernièrement, il y a eu des films aussi sur les enfants maltraités. Comment ça, les gens réagissent, ça se peut pas. C'est sûr que la plupart des gens en ont, mais c'est aussi parce qu'ils symbolisent notre propre enfant, qui a été maltraité, qu'on le veuille ou non, en grandissant, l'enfant intérieur, l'enfant qu'on a été, mais il devient adulte, puis on perd l'enfance. Il y a une sorte de maltraitance à devenir adulte, d'une certaine façon, parce qu'on oublie. On va le voir, si ça vous intéresse, on va en parler beaucoup la semaine prochaine. Donc, le symbole. Alors, le symbole, ça devient, c'est ça, alors, si on vit une vie simplement dans les signes, la vie devient plate parce qu'il ne mobilise pas l'énergie. Il mobilise juste la capacité de dépenser. Et nos centres d'achat sont pleins de ça. Nos centres d'achat, les cathédrales nouvelles, la religion des consommateurs, visent, marchent avec des signes. Tout le temps. Et c'est ça on est rendu à une époque assez étonnante. Je ne sais pas comment ceux du futur, si ça continue jusque-là, dans 100 ans, 200 ans, 300 ans peut-être, mais vont voir cette époque-là où tous les symboles religieux sont devenus des signes pour la consommation. Alors, on a au lieu de dire ça nous renvoie à quelque chose d'inconnu qui est supra-personnel, qui peut nous soutenir et mobiliser notre énergie, ça renvoie un signe à quelque chose de connu qui diminue notre énergie d'une certaine façon. La tension entre les opposés, c'est entre nature et culture, comme je disais. Et on pourrait le voir entre esprit et nature aussi. C'est-à-dire qu'en chacun de nous, c'est certain qu'il y a une partie de nous, si on s'écoutait, on ne ferait pas grand-chose. On serait comme des animaux. Si on pouvait nous garantir, je ne dis pas qu'ils sont comme ça, parce qu'ils ont tous des rituels, mais plus vous allez vers, on va dire, les Indigènes du Sud, à quelque part, comme à Tahiti, et ainsi de suite, quand on regarde ça, ils font de la chasse, de la cueillette, de la pêche, puis on dit, on aime ça, ils farnientent, tu sais, ils sont pas pressés, et ainsi de suite. Tu montes vers le nord, tu es obligé d'avoir une énergie pour ne pas avoir froid. Donc, les contraintes favorisent l'émergence de l'énergie, à quelque part. Et c'est ça, il y a une partie de nous. Mais cependant, on a un excédent de libido, un excédent d'énergie en tant qu'humain. C'est la civilisation qui nous l'a donné. Vous savez bien que vous n'avez pas à partir en sortant puis aller chasser votre chevreuil ou aller pêcher les petits poissons des chenaux, si vous voulez, mais vous n'allez pas aller par vous-même, vous n'êtes pas en état de survie. Personne ici, si vous êtes là, si on vient voir un conférencier, absolument, on n'est pas en état de survie, au niveau physique en tout cas. Donc, à quelque part, on a un surplus d'énergie qui fait que, justement, on peut aller voir un conférencier. On n'est pas toujours en train... Hein, vous ne parlez pas de philosophie à quelqu'un qui crève de faim.
Et Socrate déjà le disait, la philosophie commence quand j'arrête de crever de faim. Quand mon appétit est satisfait et que je suis sûr d'avoir de la nourriture, je peux réfléchir. J'ai un excédent d'énergie qui avant était juste pour la chasse, pour la survie. Là, à quoi ça va servir? Et nous, les humains, on appelle ça parfois l'esprit. On a un excédent qui va faire qu'on va entreprendre des choses, on va mettre de l'énergie dans des activités, dans des actions, dans des œuvres qui dépassent la survie. En même temps, on va améliorer nos capacités de survie. Et ce qu'on fait, c'est ça, c'est une ville, c'est ça. On est tous réunis ensemble. On n'est pas dans la forêt où les ours peuvent nous. Hein, les ours ne se promènent pas habituellement. Ils se promènent dans les banlieues, là, mais à Montréal, dans une ville, habituellement, non. Donc, on a ce surplus de libido, d'une certaine façon. Où on va l'appliquer? Comment on va l'appliquer? Alors, c'est ça qui joue. Il y en a qui vont aller seulement dans le narcissisme, dans le plaisir, et ainsi de suite. Mais si on admet, et selon Jung, c'est ça, il y a aussi en dedans de chaque être humain un instinct, il appelle ça l'instinct d'individuation, à devenir nous-mêmes, qui est la capacité d'unir notre nature la plus profonde, donc on touche à la nature, mais en même temps, ce que représente l'esprit ou le sens de nos vies. On trouve un sens à la vie. C'est, je ne me souviens plus de son nom, Kristeva en France, qui est une athée, qui est une freudienne, la femme de comment il s'appelle, Solaire, un des plus, le pape de la littérature française. Mais c'est j'aime bien cette femme-là parce qu'elle est d'origine russe et a tout un fond spirituel. Et elle disait ça à un moment donné, dans les années 80. Elle dit, maintenant, les gens, ils viennent plus nous voir parce qu'ils ont telle phobie ou qu'ils ont telle névrose. Ils viennent demander c'est quoi l'âme et c'est quoi le sens de la vie. Il y a quelque chose qui demande ça en dedans de nous. Et plus on vit dans une société de masse, en particulier, où l'individu se perd dans la masse, et comme j'en ai parlé, s'il y en a qui étaient là, avec la personne, on s'identifie à ce que la société dit que qu'est-ce qu'un individu. On perd ce qu'on est vraiment soi-même. Et ce vraiment soi-même, il faut, pour s'y adapter, mettre de l'énergie dans la connaissance de soi-même. Et ça, c'est par la méditation, accepter parfois une forme de solitude durant un certain temps, et en particulier se mettre à l'écoute, soit des rêves, mais aussi parce que de jour, même en état de veille, on a des imaginations. Et ils nous passent comme ça. J'appelle pas imagination de dire si je gagne 1 million, qu'est-ce que je vais faire avec. Quoiqu'on pourrait toujours regarder d'un point de vue pathologique qu'est-ce que ça veut dire pour certains. Il y a des désirs en arrière de ça. Mais nos imaginations, quelles images viennent? Et ce qu'on appelle l'imagination, à ce moment-là, va être la capacité intérieure de mobiliser, pas de mobiliser, de faire apparaître les symboles pour mobiliser l'énergie. L'imagination est très, très grande en dedans de nous. Et comme dit Jung, parce qu'on méprise le monde intérieur des images, on est fasciné par les images de la société et ce que la civilisation de masse nous envoie. On vit dans ce monde-là présentement. On vit dans un monde où on dépense je ne sais pas combien pour faire un salon de l'auto, par exemple. Ou je ne sais pas combien de personnes vont aller voir des autos qui ne conduiront jamais, mais ça symbolise d'une certaine façon, ça signifie pour eux autres la richesse, le fait d'être eux-mêmes, c'est d'être en auto. Vous savez que des études psychologiques, justement, chez des gens, c'est surtout aux États-Unis, mais on est arrivé aujourd'hui à ce que des hommes en particulier s'identifient littéralement leur, comment je dirais ça, leur être profond, c'est l'auto. S'ils n'ont pas d'automobile, ils n'existent pas. Il y en a qui se suicident s'ils n'ont pas d'auto. Puis il y en a même, il y a d'autres qui vont vivre seulement dans leurs autos. C'est le dernier refuge, si vous voulez. Hein? Les road movies des Américains, par exemple, combien? Hein? Ils vivent à travers l'auto, à quelque part.
Donc, les conflits qu'il peut y avoir aussi entre jeunesse et vieillesse, il arrive un temps, à un moment donné, bon, ben oui, il faut arrêter, on n'est plus jeune, puis il faut vieillir. Donc, il va y avoir un conflit. Et si on dit, ah ben oui, je suis en train de vieillir, donc je ne fais plus rien de jeune, on se trompe complètement. Il faut vraiment avoir tout le temps cette tension-là qui joue. Et la tension entre jeunesse et vieillesse, c'est aussi la tension entre, par exemple, des comportements anciens et des comportements nouveaux. En rêve, c'est le vieillard qui apparaît, la vieille, c'est les choses vieilles. Donc, c'est comme ça nous retire. Hein? Saturne, chez les anciens, dans la mythologie, c'est un petit vieux, avec une faute, très souvent. C'est le sénex, le vieux. Alors que jeune, bon, ça va être le jeune garçon. Alors, quand apparaissent dans les rêves, par exemple, des jeunes enfants, des garçons, des filles, ainsi de suite, c'est dire que l'inconscient, il nous dit, ça ne veut pas dire de redevenir enfant, ça veut dire que des forces jeunes qui se manifestent et qui voudraient grandir. Et c'est là qu'il faut chercher, qu'est-ce que je pourrais faire à ce moment-là? J'ai connu un homme de 65 ans qui avait travaillé comme cadre de machines lourdes pour Hydro-Québec. Il a bâti la Grande, il a bâti une partie de la Manic. Et là, ils l'ont, comme il dit, ils l'ont tablé comme une petite bière frette, une petite bière chaude, c'est-à-dire. Et là, il était tabletté. Et là, durant 5 ans, il ne faisait rien. On le payait à rester chez eux. Il aurait pu aller. Fait qu'à un moment donné, je ne sais pas comment, il est tombé sur un livre de Jung, puis là, bon, il est venu me voir. Et là, il avait le foie, il buvait beaucoup. 65 ans, il dit, je vais mourir bientôt. Il dit, je prépare ma mort. Il me comptait toutes sortes d'affaires. C'était un bon. C'était un peu en riant. Mais n'empêche qu'il trouvait la vie plate en tabarnouche. Tu sais, il savait pas. Hein. Et à force de fouiller, ça a été un rêve que j'ai toujours trouvé magnifique. Il rentre dans une église, il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de croix. Il y a simplement une petite fille très jolie avec une robe de mousseline. Ça y a rappelé quand il était jeune, qui se balance. Et à côté, il y a d'immenses fleurs, plus grandes qu'un humain. Et elle se balance à travers ces fleurs-là, très tranquillement. Elle dit, c'est beau, hein? Et lui, il reste figé parce qu'il est dans une église. Puis dans une église, il a été, comme beaucoup, élevé dans le catholicisme. Et là, c'est le regard, il dit, c'est le regard de la petite fille. Il dit, puis les couleurs qu'il y avait. Puis il dit, moi, j'ai toujours aimé les couleurs. Je dis, pourquoi tu ne fais pas de la peinture? Et ça a changé sa vie radicalement. Et à peu près 5 ans plus tard, je reçois un téléphone. Je suis à tel endroit, je fais une exposition, j'en ai déjà vendu. Je suis un peintre reconnu, on va dire, à Longueuil et Belleuil, dans ce coin-là. Mais n'empêche, cet homme-là qui n'avait jamais touché un pinceau de sa vie. Donc, toute l'adaptation pour lui, c'était, il disait, pourquoi il ne me donne pas de la... Tu sais, il cherchait encore à s'adapter au monde extérieur. Il cherchait encore que son énergie et sa volonté, c'est des fois, quand il se retournait, il allait voir des anciens boss, il disait, pourquoi vous ne m'envoyez pas dans le Nord, ou à tel barrage, moi, je suis capable de leur dire des choses, pourquoi, bon. Et là, il s'est tourné vers le monde intérieur. Et juste ce rêve-là, vous voyez, cet enfant-là, cette petite fille-là, qui était son anima enfant, avec ce regard-là et surtout la couleur des fleurs, donc il y a quelque chose qui pouvait s'épanouir et que c'était pour devenir quasiment sacré pour lui, autant que la religion qu'il y avait. Donc, il y a eu un changement, il y a eu une transformation par un symbole. Vous voyez, le symbole de ce rêve-là, symbole, donc, le fait changer comme tel. Et c'est ça que Jung dit. Quand on cherche vraiment à devenir soi-même, on appelle ça le processus d'individuation, il y a des symboles qui vont apparaître, qui vont transformer l'énergie. Et parfois, comme j'ai dit, il y a des synchronicités. C'est la personne qui rencontre une autre personne au bon moment. C'est la personne qui a besoin de changer, qui s'en va dans une librairie, qui ouvre le livre au hasard, puis que là, va tomber sur la phrase ou le paragraphe qui explique sa situation. Qu'est-ce qui s'est produit? Il a produit l'énergie, et là, l'énergie physique, puis l'énergie psychique semblent en jeu. Ça, c'est tout le problème de ce qu'on appelle le hasard significatif. Pourquoi, à tel moment donné, ce livre-là, qui est un livre ordinaire, il a mis la main dessus puis il l'a sorti?
On ne sait pas trop. Il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il y aurait un ordre supérieur, suprapersonnel, donc, qui vise à nous adapter à la fois au monde extérieur et au monde intérieur, mais surtout, à un moment donné, au monde intérieur. Il faut retirer, on dit retirer une partie des projections qu'on met sur les attentes du monde extérieur, et là, prendre cette énergie-là pour se comprendre soi-même. Ça veut dire, c'est l'énergie simple, par exemple, d'écrire un cahier de rêve, ce qu'on n'a peut-être jamais fait de sa vie, d'écrire un journal alors qu'on ne l'a jamais fait, faire la peinture, même si on ne devient pas célèbre comme tel. J'ai même vu un homme de 45 ans apprendre la musique. J'ai vu une femme apprendre le piano à 50 ans. Et la professeure lui dit, pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Tu as un don. Pourquoi elle ne l'avait pas fait? Parce qu'elle voulait s'adapter au monde extérieur. Elle, c'est une autre, ça, qui a passé, je ne sais pas, 10 gars qu'elle voulait changer. Hein? Les femmes, ils veulent changer les gars. T'sais. Les gars, ils veulent changer de bien. Bon. Ou de char. Mais n'empêche que, vous voyez, c'est tout ce jeu-là, donc avec l'énergie, la libido. J'espère que ça vous a donné... Pour comprendre, si vous voulez, comment je vous dirais ça? Si vous cherchez un monde de symboles, lisez tout simplement sur de la mythologie ou des contes. Vous allez en trouver. À quelque part, vous allez, si vous aimez lire un peu, des contes, par exemple, vous allez tomber sur un conte à un moment donné, ça fait « Ah, c'est moi, ça. Ça raconte mon histoire symboliquement. »